Donc bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 39e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin à partir de citations d'illustres penseurs et sur le thème toujours de la sagesse et des généralités. Et là nous commençons avec une citation de Théodore de Banville. Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Ah, très jolie maxime. Mais en fait, son sens profond qu'il faut comprendre dans cette maxime, c'est l'inverse de cette maxime. C'est-à-dire que ce que Théodore de Banville voulait signifier, c'est cette loi qui dit que plus vous faites des choses complexes, plus vous avez de risques de vous tromper. Et ça, c'est une loi mathématique inéluctable que la majorité des gens expérimentés savent bien. Plus on cherche la complexité, plus la facilité de commettre des erreurs augmente. Et ça, donc par contraposition, ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Voilà, maintenant nous avons une citation de Vauvenargues. La solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps, et mortelle lorsqu'elle est trop longue, quoique nécessaire. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que il vaut mieux être en bonne santé pour son corps et avoir un minimum de sagesse pour son esprit. Mais des fois, il est bon pour son corps de faire quelques diètes, surtout après des semaines de vacances avec gueuleton sur gueuleton. Il est bon pour son corps des fois de récupérer, de reprendre une hygiène et tout ça. Et ben pour l'esprit, c'est pareil. Il est bon parfois d'avoir un peu de solitude et de réfléchir sur soi-même, sa vie, son passé, son présent, son futur. Et si on est constamment en présence d'autrui, on a du mal à trouver ce temps libre nécessaire à sa propre méditation sur sa vie, ce qui est fondamentalement important pour progresser dans la sagesse. Ainsi, la solitude est nécessaire à une progression dans la sagesse. Mais attention, une petite solitude journalière, par exemple, 1 heure, 2 heures dans la journée, où on se met dans une chambre ou dehors dans le jardin, isolé de toute perturbation extérieure et concentré sur sa vie, ses problématiques, l'univers, la philosophie, la poésie, l'art ou je ne sais quoi. Ainsi, il est bon d'avoir un peu de solitude tous les jours. Et parfois, certaines périodes dans sa vie, quand on prend généralement des nouveaux départs, des nouvelles trajectoires, on change de métier, on change de mari, de femme, on change de ville, on déménage. Il est bon aussi de, de faire le point sur sa vie, de prendre une grande part d'introspection solitaire pour faire le point sur sa vie et réfléchir à son nouveau départ vers une nouvelle trajectoire. Mais je sais pas parce que est-ce que la solitude, c'est pas surtout faire quand qu'il ne puisse y avoir personne pour répondre aux questions que vous vous posez, quoi. Parce que je pense, bon, bah, c'est bien de se mettre 1 heure, 2 heures, mais si au bout de 2 heures, bah, finalement, on n'a pas réussi à répondre soi-même à la question à laquelle on se posait, bah, je sais pas, je pense que c'est plus de la solitude. Ben, en fait, il faut savoir faire un peu de tout. C'est-à-dire que si la problématique est simple, 1 heure, 2 heures de solitude suffit à la résoudre en général. Et si la problématique est complexe, il vaut mieux faire les deux, c'est-à-dire faire de l'introspection, de la méditation, de la solitude, et aussi demander l'avis de plusieurs personnes différentes et à la fin tirer la synthèse de tous ces points de vue. Mhm. Mais la Ouais, solitude, la méditation est une part essentielle. parce que souvent, ben, donc on va se poser des questions.
Et puis, ben, on va se dire, ben, ah ben, très bien, les autres ont la réponse, je vais leur demander, quoi. Alors qu'en fait, bon, bah, ces réponses font partie de l'évaluation personnelle d'un état d'esprit et d'une acquisition, oui, c'est ça, d'une réflexion, quoi. C'est-à-dire Oui, que si on donne pas soi-même et si on cherche pas soi-même la réponse, bah, on a raté le truc, quoi. bien sûr. Mais il n'y a pas que des questions universelles. Pourquoi la Terre est Mm. plate ou ronde ou je ne sais pas quoi. Il y a aussi plein de questions et qui sont peut-être les plus intéressantes pour nous-mêmes concernant nous-mêmes. Pourquoi je me suis énervé tel jour? Pourquoi j'ai pleuré tel jour? Pourquoi j'ai aimé telle personne? Les grandes questions de soi-même, pour soi-même. Et ça, qui sait d'autre que soi-même peut répondre à la question. Autrui peut difficilement répondre à la question pourquoi j'ai été triste à tel moment, pourquoi j'ai ressenti telle émotion moi-même. Mm. Donc il y a Oui, et plusieurs. justement, les autres donneront une réponse consolatrice, mais qui sera pas vraiment la réponse, je veux dire, qui résout le problème, quoi, ou qui. Eh oui. Donc en fait, il y a différents types de problématiques et différents modes opératoires pour y répondre. Et pour les questions personnelles concernant notre personne, eh ben là, qui d'autre à part nous-mêmes peut y répondre? Ou à part Dieu. Mais autrui, par contre, ce qu'il est mieux de faire, c'est de se faire aider soit par une psychologue, soit par des amis sincères et fidèles, avec qui on peut discuter de nos problématiques personnelles, pourquoi j'ai ressenti telle émotion à tel moment, et de se servir d'eux comme catalyseur de notre introspection, qui est typiquement le rôle d'un psychologue ou d'une psychologue expérimentée, qui font ressurgir la question et que la personne trouve la réponse au fond d'elle-même. En fait, les psychologues, ce sont des aiguilleurs de l'introspection personnelle. Mm. Ok, ben maintenant on passe à Émile Faguet. Donc, l'art de lire, c'est l'art de penser avec un peu d'aide. Ah oui. C'est bon, il y a plusieurs types de lecture. Il y a les livres à peu d'informations importantes, comme certains romans de gare, certaines histoires à l'eau de rose. Mais il y a d'autres types de livres qui demandent un haut niveau de pensée et révolutionnaire. Un des livres pharaoniques dans ma vie, ça a été à la fois Homère qui a écrit Les Aventures d'Ulysse, l'Iliade et l'Odyssée, livre magnifique. Aussi les méditations métaphysiques et le discours de la méthode de René Descartes. Quand un jeune esprit attaque un de ses livres, c'est un saut conceptuel, c'est une révolution mentale, s'il comprend un minimum de ce qui est écrit. Je vous conseille fortement de lire le discours de la méthode de Descartes, surtout quand vous êtes jeune, mais ça vous révolutionne votre esprit cartésien. C'est les bases de la pensée profonde. Ça vous donne des algorithmes de pensée. Et ça, c'est des révolutions. Donc, comme on ne peut pas être un génie universel dans tous les domaines, eh ben, il faut lire des révolutionnaires, des génies qui nous enseignent que la Terre n'est pas plate, mais ronde, et dans beaucoup de domaines. Oui, mais là, bah, je sais pas, cette citation, elle est un peu méchante, moi, je trouve, pour les livres encyclopédiques, parce que ça voudrait dire que, bon, on aurait pu se passer, justement, de ce savoir encyclopédique, et que ces livres nous ont juste donné un peu d'aide, alors qu'en fait,
ce savoir encyclopédique, on l'a pas du tout en nous et donc on est très content de le trouver dans les livres, quoi, et on peut pas s'en passer. Oui, mais il faut se rappeler aussi que, à part les mathématiques, toutes les autres sciences sont réfutables. C'est-à-dire qu'il faut pas croire sur parole tout ce qui est marqué dans les livres, à part en mathématiques. Mais par exemple, il y a 2000 ans, c'était Aristote qui disait que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil tournait autour de la Terre dans des orbites cycliques. Après, il y a eu Galilée. Après, il y a eu Newton après, il y a eu Galilée qui a contredit Aristote. Puis il y a eu Newton qui a complété Galilée, qui a fait une nouvelle révolution. Et on croyait que Newton, c'était un indépassable. Puis après, il y a eu Albert Einstein qui a rendu obsolète Newton. Et puis après, maintenant, il y a la théorie des cordes et la gravitation quantique à boucle qui contredisent Einstein. Donc, euh, donc, trouver les vérités, même dans les livres, c'est pas chose facile. Mhm. C'est pour ça qu'apprendre des nouvelles choses, c'est plutôt, comme disait Einstein, un entraînement à penser et à se rapprocher de plus en plus de la vérité. Mais il faut toujours comprendre que même le savoir encyclopédique, bien sûr non mathématique, est toujours réfutable. Oui, mais sans ce savoir encyclopédique, ben, on n'aurait pas imaginé tout seul que, je sais pas, ou éprouvé, surtout, ou du moins, oui, fait l'expérience qu'il prouve que la Terre est ronde, que le Soleil n'est pas le centre de l'univers, etc. Donc, Eh oui, ces livres ou ces théories, et donc les livres qui ont exposé ces théories, c'était pas seulement juste un peu d'aide, quoi. C'était quand même ben, ce qui permet de le découvrir entièrement. oui, je vois où tu veux en venir. Tu veux nuancer le mot peu, en fait. Oui, voilà, c'est vrai que là, on a un peu l'impression que, bon, les livres, bon, c'est un peu, voilà, ça permet d'aller plus vite ou d'aller plus au profond, mais en fait, on pourrait s'en passer, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, un des exemples le plus pharaonique en mathématiques de ça, c'est le plus grand génie d'analyse peut-être de tous les temps, c'est Ramanujan, cet Indien au début du XXe siècle qui a complètement révolutionné l'analyse mathématique en n'ayant lu dans toute sa vie qu'un seul livre de maths, Mhm. et encore de pas très haut niveau. Donc, euh, donc en fait, c'est compliqué. C'est Mhm. compliqué parce que, à part en mathématiques où il n'y a que des vérités, dans tous les autres domaines, tu es jamais sûr que c'est la vérité. Mhm. Donc, en fait, c'est un peu d'aide du point de vue de l'humilité aussi d'Émile Faguet, qui était plutôt aussi un poète humble. Mhm. Ok, ben maintenant, on va passer comme dernière citation donc à La Rochefoucauld, qui nous dit donc que la sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps. Effectivement, pour le corps, pour l'aspect matériel de notre humanité, et on peut calculer la santé globale d'un individu. Est-ce qu'il est en petite santé, moyenne santé, bonne santé, ou etc. Et donc, on voit très clairement par les études sociologiques que, par exemple, pour les jeunes de 30 ans, on voit qu'au sommet de la pyramide de la santé, c'est plutôt les sportifs qui s'entraînent régulièrement, etc. Et au degré minimal, c'est plutôt les obèses qui mangent des chips toute la journée sur leur canapé en allant quelquefois au McDonald's. Et en faisant zéro sport. Donc, on verra que leur santé est déclinante. Et ben, c'est pareil pour la sagesse et l'esprit, l'âme. C'est-à-dire qu'on peut calculer les degrés de sagesse d'un individu
Et par études statistiques, mathématiques, on en déduit que c'est aussi un travail de faire progresser sa santé comme sa sagesse. Il faut méditer tous les jours, il faut travailler son esprit tous les jours, il faut apprendre des nouvelles choses par cœur tous les jours. Il faut travailler sa sagesse régulièrement. Et le mieux, c'est 1, 2 heures tous les jours, méditation, apprentissage de nouvelles choses, mémorisation. C'est presque un travail, mais pour soi-même. Mais bon, il y a un aspect aussi de la santé, parce qu'en fait, la santé, sur la longue durée, c'est justement, c'est quand même apprendre à ne pas blesser son corps et donc à ne pas trop, bon, à pas trop rester sur le canapé, certes, mais aussi à ne pas trop lui mettre des coups de Trafalgar, quoi, ou donc à ne pas trop le solliciter. Donc bah, pour la sagesse vis-à-vis de l'âme, c'est aussi pareil, quoi. C'est-à-dire que oui, certes, il faut l'entraîner à des défis de plus en plus grands, mais il faut aussi savoir, la sagesse, c'est plutôt de renoncer à des défis trop grands. Aussi, mais rappelle-toi toujours que toutes les règles humaines ont des exceptions. Ce que tu viens de dire, c'est vrai en globalité, mais il y a toujours des exceptions. Il y a certains cas où il vaut mieux, même quand tu es sage, essayer, par exemple, moi quand j'étais jeune, j'ai voulu comprendre l'univers et l'être humain. Bon, est-ce que c'est sage ou un peu fou? Est-ce que c'est plutôt le défi impossible puisque personne n'y était arrivé avant? Mm. Donc, c'était presque une quête impossible. Mais cette quête impossible spirituelle m'a motivé pour toujours apprendre des nouvelles choses, toujours essayer de comprendre en profondeur. Et comme disait Woody Allen, faut toujours viser la Lune parce que même si on se rate, on atterrit dans les étoiles. Oui, ben, ça peut être vrai. Ou alors, justement, cette quête de l'infini, c'est à ce moment-là l'exception et justement, les généralités, ou du moins ce qui est la plus grande partie de la sagesse, c'est justement d'être sage et de renoncer bon, à des défis qui vont nous mener à des échecs complets, quoi. Ah oui, oui, oui. Ça, en moyenne, c'est sûr. Mais il y a aussi les cas exceptionnels, comme aussi Pissarro, le conquistador ibérique qui a conquis je sais plus quel pourcentage de surface du Brésil actuel. En étant des fois en faisant la guerre aux Incas, aux Aztèques ou je sais plus quelle tribu d'Amérique du Sud, mais c'était violent, hein. Des fois ils étaient à 100 contre 1, hein. Mm. Mais ils avaient la technologie pour eux. Ils avaient les armes à poudre, ils avaient l'expérience de la guerre depuis des millénaires en Europe. Donc, ils ont appliqué la stratégie guerrière optimale, plus des armes de technologie supérieure, et donc ils ont massacré. Oui, mais là, bon, à la limite, c'était pas un défi puisque ils Ah, avaient à mais leur relis les disposition des écrits, relis technologies. les, si, si, relis les écrits de Pissarro. Parce que Pissarro, quand il était encore au Portugal ou en Espagne et qu'il préparait son voyage, il écrivait que ouïe, 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 je vais devoir m'affronter des millions d'Incas et moi, j'arrive qu'avec quelques centaines d'hommes, hein. Ça va être chaud Mm, patate. mm. Il avait un peu une bonne peur, une bonne appréhension. Il partait à la guerre, à la conquête, et c'était ça passe ou ça casse, hein. Oui, C'était ben soit il s'en sort avec les honneurs, soit il est mort. oh, ben ça, c'était pas sage quand même. Eh ben, eh ben si, parce que, enfin, dans ce cas-là extrême, pour la sagesse d'un guerrier, c'est la sagesse de la guerre.
Parce que la sagesse se compose, c'est ce qui est surprenant pour un jeune esprit, avec les 16 concepts. Donc, il y a la sagesse du bien, la sagesse du mal, la sagesse de la guerre, la sagesse de la paix. Et donc, il y a aussi la sagesse de la guerre. Et pour préparer une invasion, il vaut mieux avoir une bonne dose de sagesse de la guerre pour y réussir. Comme par exemple la logistique. Pissarro a dû calculer le nombre de barils de poudre qu'il devait prendre pour conquérir tout ça, le nombre de balles, le nombre d'équipements vestimentaires, tout ça. Ça demande aussi toute une logistique, tous des calculs. Mm. Et puis comme il partait en bateau, il n'avait pas une cargaison infinie, donc il était contraint dans sa cargaison, puis il devait nourrir ses hommes pendant la traversée, etc. C'est très compliqué. Oui, et donc, oui, bah, c'est vrai. Et donc, mais sinon, on n'a jamais, je sais pas, finalement, la sagesse, est-ce qu'elle s'oppose à un autre concept en Oui, la yin-yang folie. ou à la C'est folie? Voilà, sagesse, c'est ça. folie en yin-yang. Mm. Et donc, alors, est-ce que c'était pas une folie de vouloir s'attaquer à un contresens Ben, en fait, oui et non. à des C'est personnes qu'on n'a que, jamais vues? c'est que, c'est que, par exemple, comme en arts martiaux, si t'es Bruce Lee et si t'affrontes même 10 mecs non maîtres en arts martiaux, moi, je mise à 100% sur Bruce Lee. Et donc, c'est lui le plus sage, hein. Eh oui, parce qu'il a aussi eu un entraînement à la sagesse guerrière, à la tactique guerrière et un entraînement au combat au corps à corps pendant des Mhm. décennies, fait par la sagesse orientale, du kung-fu, des moines Shaolin, des ninjatsu, et etc., du judo, du karaté, et j'en passe et des meilleurs. Tout ça t'apporte une sagesse guerrière. Et un Mhm. maître en art martial peut affronter même 15 mecs au corps à corps, s'ils sont pas des maîtres en arts martiaux aussi. Oui, bah donc, finalement, et la sagesse, ça revient à... C'est de l'expérience, quoi, finalement. Aussi, en fait, on mesure le triptyque de la sagesse par les 3 S. Savoir, savoir-faire et savoir-être. Mhm. Parce que si tu as un entraînement au combat, mais que tu es un peureux, t'as pas le savoir-être du combattant, tu vas t'enfuir à la première anicroche. Donc, il y a aussi le savoir-être dans la sagesse. Savoir, savoir, vouloir, pouvoir réaliser ce que l'on veut dans son esprit, dans la réalité. Par exemple, lors d'un combat au corps à corps, voilà, eh ben, il vaut mieux être en état de rage contrôlée et vouloir mettre knock-out son ennemi en un coup et attendre son erreur. Sagesse guerrière. Et après, il y a plein de protocoles qui sont enseignés dans la sagesse orientale des arts martiaux depuis des millénaires. Mhm. Comme toujours, essayer de conserver dans un combat un maximum de lucidité et de sang-froid. Être en état de rage musculaire, mais avec le sang-froid de l'esprit. Faut surtout pas s'énerver dans son esprit. Mais tous ces muscles de son corps doivent être en vibration. Et d'ailleurs, on voit certains maîtres en art martial casser des planches de bois à main nue, sans douleur pour eux. Et ça, si tu sais faire ça, si tu affrontes une personne en combat au corps à corps, si t'es maître en arts martiaux, ben, je peux te dire que tu le touches une fois, il est KO. Donc, très efficace dans le combat au corps à corps. D'où la sagesse de la guerre aussi, qui te dit que si tu veux être aussi sage en guerre, apprends les arts martiaux aussi. Très bien, ben, je pense que c'était une bonne conclusion pour cette
39e partie d'Introduction à la sagesse, voilà, par Jean-Christophe Gaudin. Et tout cela à partir de citations d'illustres penseurs et toujours sur le thème donc de la sagesse et des généralités.